Vous êtes en direct sur Public Sénat, voici les titres de ce vendredi 4 octobre 2011. La fin du G20 de Cannes avec quelques avancées sur le financement pardonnez-moi, du FMI en particulier. Pour les taxes sur les transactions financières, eh bien, il faudra attendre. Nicolas Sarkozy espère les voir mises en place en Europe dès 2012. Conséquence de la crise en Europe, la Grèce abandonne son projet de référendum et débat au Parlement du plan de sauvetage du pays. L'Italie désormais placée sous les projecteurs du Fonds monétaire international et la France qui devrait dévoiler lundi un nouveau plan de rigueur. Et puis, en Israël, ce débat autour de l'opportunité d'intervention militaire contre des installations nucléaires iraniennes. La France se refuse à toute frappe préventive. Avram Burg, l'ancien président du Parlement israélien, la Knesset, sera notre invité à la fin de cette édition. Il faisait hier tourner les têtes des participants du G20. Georges Papandréou va jouer la sienne dans quelques heures lors d'un vote de confiance à très haut risque au Parlement grec. Pour le Premier ministre, l'équation est simple. Il s'agit pour lui de garantir le lancement du plan européen anti-crise pour sauver son pays de la faillite et le maintenir dans la zone euro. Le vote de cette nuit, à l'issue très incertaine, après l'abandon officiel de tout projet de référendum, marquera en quelque sorte l'épilogue du G20 de Cannes. Ces travaux ont été essentiellement centrés sur la tentative de résolution de la crise de la dette européenne, plus quelques avancées notables, dont le renforcement du rôle et des moyens du Fonds monétaire international. Cécile Sixou. Un fonds monétaire international renforcé, c'est l'une des principales mesures annoncées par le G20. Plus de ressources et plus de missions de surveillance, elles vont s'étendre au taux de change, au flux des capitaux et aux effets de contagion. Pas d'unanimité en revanche sur la taxe sur les transactions financières. Cheval de bataille de Nicolas Sarkozy, il a dû faire face aux réticences des États-Unis sur ce point. La mise en œuvre de cette mesure se limitera donc à l'Union européenne. Le président de la République espère son application dès 2012. Le G20 dit non aux paradis fiscaux et a épinglé les 11 pays concernés. Ils seront mis au banc de la communauté internationale s'ils ne s'adaptent pas à l'échange d'informations fiscales. Enfin, les chefs d'État se sont engagés à augmenter la productivité agricole pour nourrir d'ici à 2050 9 milliards d'êtres humains. Et puis, c'est désormais les finances italiennes qui seront désormais observées à la loupe par les experts du Fonds monétaire international. Silvio Berlusconi a confirmé avoir fait appel au FMI pour certifier la mise en œuvre de mesures anti-crise. Il explique en revanche avoir refusé toute aide financière directe. Un bilan du G20 très sévèrement jugé par les participants du contre-sommet altermondialiste de Nice. Un bilan totalement négatif, disent-ils, un G20 véritablement catastrophique en termes de démocratie. Les altermondialistes qui ont manifesté encore ce matin sous forme de happening devant une agence bancaire. Nicolas Sarkozy avait fait de ce G20 de Cannes un rendez-vous crucial de son quinquennat à quelques mois des présidentielles. Mais l'annonce d'un possible référendum en Grèce a pour le moins perturbé les plans et les ambitions du probable candidat à la présidentielle de 2012, Julie Dungeloff. Il pensait arriver serein, riche de l'accord conclu le 27 octobre dernier avec les dirigeants de la zone euro. C'était sans compter sur la surprise de Papandréou d'organiser un référendum en Grèce. Un vent de panique s'empare du G20. Ce n'est pas un, mais deux sommets que Nicolas Sarkozy doit alors diriger. Un mini-sommet de la zone euro s'improvise, obligeant le chef de l'État à repousser ses réunions bilatérales. Quelque peu chahuté, le président de la République a pu compter sur le soutien de Barack Obama pour réaffirmer son leadership. Le président Sarkozy a fait preuve d'un leadership impressionnant sur ce dossier. Je suis d'accord avec lui. L'Union européenne a avancé vers une solution globale. À l'issue de cette semaine, Nicolas Sarkozy se vante d'avoir fait avancer certaines de ses idées, telles que la taxe Tobin et ses propositions sur les paradis fiscaux. Nous ne voulons pas de renoncement, nous ne voulons pas de démagogie, nous voulons de l'action avec des résultats pour sortir le monde de la crise dans laquelle il se trouve. De son côté, la gauche estime que ce sommet est un échec. Michel Sapin, secrétaire national du PS à l'économie, parle d'un sommet raté. Nous en sommes au 3e plan grec et le premier plan, qui a été adopté il y a 18 mois, n'est toujours pas mis totalement en vigueur. Pour Nicolas Sarkozy, ce G20 était l'occasion d'apparaître comme le meilleur capitaine pour la France.
Si le couple franco-allemand sort renforcé par le retrait du référendum de Papandréou, ce G20 reflète l'image d'une Europe fragile, peu amène à rassurer les leaders mondiaux. Stéphane Rosès nous a rejoint sur le plateau de Public Sénat. Bonsoir Stéphane, Bonsoir. Président de CAP. Alors est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy s'en tire plutôt bien après ce G20 de crise ce soir? Oui, absolument, il s'en sort bien. C'est même une consécration pour Nicolas Sarkozy. Finalement, il y aura eu 3 temps dans cette tragédie grecque, dans un paysage marqué par l'inquiétude que les Français n'ont mesuré que dans le tout dernier moment. Nicolas Sarkozy sera apparu comme un sauveur et un protecteur, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a fait à la télévision. Mais il a été aidé dans cette tragédie grecque par le second temps. Premier temps, il nous dit ça y est, c'est sauvé. Deuxième temps, l'initiative de Georges Papandréou fait replonger tout le monde dans la stupeur. Il fait une déclaration sur le perron de l'Élysée, c'est-à-dire il empoigne la difficulté dans l'incertitude. Du coup, l'opinion, elle est absolument abasourdie, elle est spectatrice de la capacité des grands dirigeants, dont Nicolas Sarkozy, de répondre aux défis. Et puis finalement, ouf de soulagement, et Nicolas Sarkozy est adoubé par Barack Obama, rendant hommage à son leadership. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une réussite en termes d'action et de communication. Alors l'opposition peut dire le G20, les résultats en sont tout à fait décevants. Voilà, il n'empêche que dans la pause, dans la pause, dans la posture générale, Nicolas Sarkozy sur ce sujet de politique internationale, mais touchant directement les Français, aura marqué un point. Donc pour vous, Stéphane Rosès, Nicolas Sarkozy a marqué des points, en particulier dans la perspective de 2012 par rapport au candidat socialiste François Hollande. Mais, oui, mais en même temps, cette tragédie grecque, entre guillemets, montre à quel point la situation internationale est très instable. C'est-à-dire que si nous allons de crise différée jusqu'à la présidentielle, Nicolas Sarkozy peut apparaître finalement comme le capitaine dans la tempête qui arrive toujours au plus juste à trouver les éléments de compromis, même si les Français sont inquiets sur le fond. Si par contre il y a dégradation de la situation, alors ça laisse un espace pour François Hollande pour dire, voyez, ce qui manque à Nicolas Sarkozy, c'est un bon tacticien, il est énergique, mais il lui manque une vision générale, une stratégie, une capacité à donner aux gouvernants du monde et de l'Europe une vision suffisamment générale pour que la situation s'améliore dans la durée. Alors ce soir, on l'a appris il y a quelques instants, le Parti socialiste a réagi. Il dénonce une mise en scène de Nicolas Sarkozy qui, selon les socialistes, est déjà en campagne présidentielle. Et c'est vrai que ce soir encore, le président va s'afficher avec Barack Obama sur 2 chaînes de télévision. Et évidemment, mais pour Nicolas Sarkozy, l'action, la communication, tout ça, c'est absolument intimement lié. Et bien évidemment, les Français savent bien que on ne peut pas distinguer chez Nicolas Sarkozy ce qui est de l'ordre de la présidence, de ce qui est de l'ordre de la mise en scène de son action. Souvent d'ailleurs parce que dans la première partie du quinquennat, il a essayé d'améliorer les choses à la dernière période. Il aura sans cesse abaissé la fonction à sa personne. Mais en même temps là, les défis ne semblent pas être constitués de façon imaginaire. Ce sont des défis réels et ce sera à François Hollande de déterminer qu'il y a à la fois un autre chemin et une autre façon d'envisager les questions de gouvernance internationale que ce qui est fait en ce moment. Et donc François Hollande a raison de prendre du temps et de travailler sur les dossiers de fond comme il le fait en ce moment. Alors regardez Stéphane, c'est la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. La question est la suivante. La crise grecque que nous avons connue et que vous avez décrite dans votre intervention renforce-t-elle Nicolas Sarkozy? Eh bien, une petite minorité de votants, 656 votants, qui répondent oui à cette question. Ça vous surprend que l'opinion n'accroche pas à cette tragédie du G20 que vous avez décrite? J'ai été pendant 25 ans, j'ai dirigé un institut de sondage. Donc on part de toute façon dans un étiage où Nicolas Sarkozy est très bas dans l'opinion française. Donc le sujet, c'est qu'évidemment les gens ont toujours le sentiment que les éléments confortent ce qu'ils pensent. Je n'ai pas dit que ce qui s'était passé aujourd'hui, c'était une quelconque assurance pour demain sur Nicolas
Nicolas Sarkozy, c'est un chemin. Le chemin est long. Il a, au travers de la crise, un levier pour restaurer son image dans l'opinion. Et je pense que c'est ce à quoi il va s'attacher dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Stéphane Rosès, à la semaine Merci. prochaine. Et puis on l'a appris ce soir, on devrait connaître ce lundi, dans le cadre d'un Conseil des ministres exceptionnel, un nouveau plan de rigueur rendu nécessaire par la révision, bien sûr en France, des perspectives de croissance pour 2012. Ce nouveau plan devrait être annoncé par le gouvernement. Matignon plus 10 ministères, cible de la Cour des comptes. Dans un épais rapport, les magistrats de la rue Cambon jettent une lumière très crue sur les augmentations substantielles des dépenses de communication de nombreuses personnalités du gouvernement, plus 50% d'augmentation entre 2006 et 2009. Mounir Soussi. 61 000 € pour une étude. L'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati n'avait pas hésité à faire dépenser cette somme à son ministère pour évaluer son image. 24 000 € déboursés par le ministère de l'écologie pour tester la popularité de Jean-Louis Borloo à l'époque où il était ministre. La Cour des comptes épingle ces pratiques dans son rapport sur les dépenses des ministères. En 4 ans, les dépenses en sondage du gouvernement ont augmenté de 40%. L'opposition réclame plus d'encadrement. Sur ma demande, la Commission des finances a auditionné au mois de juin dernier le secrétaire général du gouvernement, M. Lasvigne, et engagement a été pris, il me restera à le contrôler dans le futur, qu'on revienne à une pratique normale des institutions. Commandé par le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ce rapport révèle que certaines études auraient été attribuées dans des conditions opaques. Faux, selon Pierre Giacometti, cité dans le document de la Cour des comptes, le conseiller opinion du président de la République affirme avoir toujours signé des contrats en règle. Le service d'information du gouvernement, qui a vu son budget augmenter de 300% entre 2008 et 2009, n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien. Au Sénat, adoption ce soir du texte modifiant radicalement la mise en place des regroupements de communes. Les centristes ont voté majoritairement avec les parlementaires de gauche. Et puis, hier soir, l'ambiance était aux éclats de voix et à une forte tension entre la majorité et le gouvernement. Le texte rendant l'école maternelle obligatoire dès 3 ans a été finalement retiré par son auteur, la sénatrice socialiste de Gironde. La majorité crie au coup de force. Écoutez par exemple le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. C'était hier soir dans l'hémicycle. Là, vous venez de dire, monsieur le ministre, et au nom du gouvernement, qu'un Sénat, quand il est de gauche, n'a plus le droit à la parole. Oui, on le constate, beaucoup d'ambiance dans l'hémicycle hier soir au Sénat. Bonsoir Delphine Girard. Alors, hier soir, c'était vraiment le premier affrontement véritable entre la gauche et la droite, en particulier autour d'un article, de la Constitution, l'article 40. Oui, Pierre-Henri, anticonstitutionnel, c'est peut-être un mot que les enfants de 3 ans n'apprendront jamais à l'école. Et pourtant, c'est cet argument qui a mis le feu aux poudres hier. Alors cet article 40 de la Constitution prévoit que si une proposition de loi induit une charge financière supplémentaire pour l'État, eh bien, le gouvernement n'est pas obligé de discuter de cette proposition de loi. Et selon les calculs de Luc Châtel, la scolarisation de 700 000 à 750 000 élèves supplémentaires coûterait 1,3 milliard € à l'État. Je vous propose tout de suite d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. La Constitution, c'est la loi des lois, c'est la loi suprême. C'est notre règle à tous. Nous avons donc un devoir, c'est de la respecter. Depuis quand avoir la majorité, ça constituerait un blanc-seing pour violer la Constitution? Cette proposition de loi, si elle était adoptée, entraînerait une surcharge de dépenses pour l'État de 1,3 milliard €. Alors l'évocation de cet article 40, vous l'avez dit Pierre-Henri, a suscité la colère des sénateurs de gauche. C'est un mauvais coup pour François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, car il avait expliqué que cette proposition de loi avait pourtant été inscrite tout à fait normalement à l'ordre du jour de la séance publique, et ce en présence de Patrick Ollier, ministre en charge des relations avec le Parlement. Écoutez le coup de sang de François Rebsamen. Cette manœuvre juridique du gouvernement montre le peu de cas que le gouvernement fait du Parlement. Ça traduit, je dois le dire, la manière dont le gouvernement méprise les parlementaires comme il méprise tous les élus de notre pays.
Alors finalement, les paragraphes jugés anticonstitutionnels ont été retirés de cette proposition de loi. Elle a quand même été discutée, mais c'était une discussion un peu tronquée. Du coup, l'auteur de cette proposition de loi, la sénatrice socialiste Françoise Cartron, sénatrice socialiste de Gironde, a préféré retirer son texte. Alors, autre temps fort de la semaine, ici au Sénat, Delphine, l'adoption d'un autre texte sur la protection de l'identité et la mise en minorité du gouvernement de manière assez sévère. On a vu le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, faire véritablement grise mine. Oui, cette proposition de loi prévoit de lutter contre l'usurpation d'identité. Pour cela, elle prévoit la création d'une carte d'identité nouvelle génération qui va contenir 2 puces électroniques renfermant donc toutes les données biométriques, celles qui sont également contenues pour les passeports. Mais ce qui a fait polémique, Pierre-Henri, c'est la création d'un fichier centralisant toutes ces données. Le gouvernement et donc le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, voulait que la police judiciaire puisse utiliser ce fichier. Les sénateurs ont dit non avec fermeté. Ils ont donc rejeté l'amendement de Claude Guéant par 340 voix contre 4. C'est ce qu'on appelle être sèchement battu. Il faut dire que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, avait émis des réserves sur la création de ce fichier, peut-être parce qu'elle n'est plus présidée par un sénateur, Alex Türk ayant quitté ses fonctions de président pour se consacrer entièrement au Sénat. Merci Delphine Girard, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours au Sénat. Demain, un colloque autour d'un thème particulièrement sensible, le statut à venir de la ville de Jérusalem. Une rencontre qui intervient au moment où la tension s'accroît entre Israël et l'Iran. L'Iran qui serait en passe d'achever son arsenal militaire nucléaire. Une possible intervention militaire préventive est évoquée sur place. Simon Barbarie. L'Iran dans le viseur des Occidentaux, la menace de son programme nucléaire pourrait précipiter une intervention militaire. Signe de cette inquiétude, hier, en marge du G20, alors que le sujet n'est pas à l'ordre du jour, Barack Obama et Nicolas Sarkozy parlent d'une seule voix et insistent sur le maintien d'une pression internationale sans précédent à l'égard de Téhéran. En Israël, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense auraient décidé de frapper l'Iran afin de prévenir d'éventuelles attaques. Des missiles capables d'atteindre le territoire iranien auraient même été testés. Reste maintenant pour eux à convaincre les autres membres de leur gouvernement. Un pari loin d'être gagné car la population est divisée sur une action armée. Si pour l'instant l'OTAN privilégie la solution diplomatique, le véritable déclencheur d'une possible intervention armée est attendu la semaine prochaine avec le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le document devrait lever les derniers doutes sur le caractère militaire des activités nucléaires de l'Iran. Le Royaume-Uni se rangerait alors aux côtés des États-Unis. Hier, le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé que son pays était préparé au pire. Merci à Avram Burgat sur notre plateau ici à Public Sénat. Vous participez donc demain ici même au Sénat à cette rencontre autour de l'avenir de Jérusalem. Je rappelle que vous avez été président de la Knesset, le Parlement israélien, entre 1999 et 2003. Et aujourd'hui, vous êtes un ardent, j'allais dire, militant de la paix entre Israël et la Palestine. Est-ce que cette menace iranienne qu'on évoquait dans le sujet de Simon Barbarie est aujourd'hui une menace réelle pour votre pays? Je crois qu'elle existe, mais je crois qu'on ne devrait pas débattre de ce problème parce que l'Iran est un problème non pas seulement pour nous, mais également pour le Pakistan, pour l'Inde, pour la Chine. Il faut également prendre en considération la Syrie. Donc je ne crois pas qu'il soit très sage pour que l'État d'Israël mette un peu la charrue avant les bœufs et prétende que ce problème ne concerne que Israël. Il faut également que M. Sarkozy, M. Obama s'impliquent dans ce dossier et si eux ne peuvent pas résoudre ce dossier, alors peut-être devrons-nous nous en occuper nous-mêmes. Est-ce que également le peuple israélien semble divisé sur cette question? C'est un peu nouveau dans votre pays où généralement l'union sacrée se fait en cas de menace. Je crois que c'est un phénomène tout à fait sain. Israël est peut-être le seul pays qui soit directement menacé par l'Iran. Et voilà, 50% de la population qui dit, écoutez, il faut faire preuve de sagesse parce que chacun comprend qu'une action militaire en ce moment dirigée contre l'Iran comporterait des conséquences avec lesquelles nous devrions vivre pendant des centaines d'années. Vous savez, le Moyen-Orient est une région où l'histoire est tout à fait significative. Toutes les conséquences des actions qui sont entreprises dans cette région perdurent pendant longtemps. Il faut prendre en considération l'élément religieux chiite, par exemple. Et les conséquences de toute action sont
telles qu'il faut marcher sur des œufs et je remarque que 50% de la population est opposée à cette initiative. Alors, la tension est vive en ce moment sur le terrain, en Israël, en particulier avec les voisins, la bande de Gaza. Il y a eu des tirs de roquettes en territoire israélien. Benjamin Netanyahou a répliqué en décidant de nouvelles colonisations à Jérusalem en particulier. Je n'ai jamais voté pour Benjamin Netanyahou et je ne me sens pas représenté. Je crois que l'Israël ne dispose pas d'un gouvernement favorable à la paix aujourd'hui et certainement M. Netanyahou n'a pas le même concept de la paix que moi-même. C'est un concept tout à fait simple. Nous devons nous asseoir à table avec l'autorité palestinienne et faire tout ce qui soit possible pour qu'ils reviennent au pouvoir à Gaza ainsi qu'en Cisjordanie. Nous devons nous retirer des territoires occupés et nous devons être le premier pays au monde à reconnaître l'État palestinien. Cependant, ce n'est pas là la voie qu'emprunte aujourd'hui le gouvernement israélien. Ils ne disent pas qu'ils sont prêts à s'asseoir à la table des négociations ou à se retirer des territoires colonisés. Ils disent simplement non à tout. Et je crois que c'est là la mauvaise attitude. Nous n'avons pas un gouvernement favorable à la paix aujourd'hui en Israël. Quelles peuvent être aujourd'hui les conditions de reprise du processus de paix que les Palestiniens disent qu'il se détruit avec la politique de Benjamin Netanyahou? Aujourd'hui, deux propositions sont sur la table. Tout d'abord, une proposition qui date de l'an 2000 et qui impliquerait la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ensemble du monde arabe. Par ailleurs, les Nations Unies peuvent également reconnaître l'État de Palestine. Une fois encore, les principes de la paix sont parfaitement clairs. Il faut revenir aux frontières de 1967, régler le statut de Jérusalem, adopter les mesures qui s'imposent sur les sites sacrés et pour le retour des réfugiés. Et une fois que ces principes auront été établis, nous pourrons négocier le détail du reste. Malheureusement, le gouvernement actuel en Israël est tenu en otage, si l'on veut, par les fondamentalistes religieux et par les colons. Croyez-vous vraiment, Avram Burg, qu'un jour Jérusalem puisse être la capitale d'Israël et la capitale de la Palestine? Je crois que il ne s'agit pas de ce que l'on pense, mais de ce que l'on espère. Et j'espère que ce sera le cas, parce que autrement, cela voudra dire que nous n'aurons pas trouvé un accord. Peut-être devrions-nous poser la question différemment. Plutôt que de nous demander pourquoi nous ne parvenons pas à obtenir des résultats après tant d'années, peut-être devons-nous nous demander si le problème n'est pas plutôt dans le monothéisme, la spiritualité de Jérusalem, le manque de tolérance entre les trois religions monothéistes. Peut-être que le problème réside dans les approches dogmatiques plutôt que pratiques. Je crois qu'il est temps d'introduire ces dimensions religieuses. En tout cas, Avram Burg, on est certain que ce colloque de demain ici au Sénat sera passionnant grâce en tout cas à ces idées que vous défendez. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. À suivre un focus, il est signé Mounir Soussi, qui s'est rendu il y a quelques jours encore à Tunis pour suivre les dernières élections libres en Tunisie. Voilà, très bon week-end à tous, merci. « 23 octobre 2011, Yves Pozo-Di-Borgo, sénateur centriste, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, fait partie des 20 observateurs envoyés en Tunisie par l'institution. Son rôle, surveiller les premières élections libres depuis la chute de Ben Ali. Nous allons observer l'ouverture d'un des bureaux de vote. On a des consignes pendant un certain moment, enfin pendant 10 minutes, un quart d'heure, d'observer des choses, comment elles se passent.
Et par la suite, en fonction on a tout un dossier à remplir, on a nos impressions, on a des questions très précises sur la participation, sur la façon dont se passent les votes, la façon dont se passe l'environnement autour du bureau de vote. On est un peu comme les inspecteurs, on note voilà ce qui va, ce qui ne va pas. On ne porte aucun jugement, on se contente de noter. Soyez les bienvenus ici. La mission d'Yves Pozzo di Borgo démarre à Tunis. Il fait équipe avec un sénateur italien. Aujourd'hui, les Tunisiens élisent leur assemblée constituante. Les 217 représentants désignés par le peuple vont rédiger une nouvelle constitution avant d'organiser des élections générales en 2012. Les électeurs ont le choix entre une centaine de formations politiques, une révolution. Pour la première fois, leurs voix ne sont plus otages de l'ancien parti unique. C'est une sensation bizarre, c'est une sensation que la première fois qu'on la sent, quoi. J'avais les larmes quand je suis arrivée à la salle. Oh là là, le monde c'est fou, hein. La participation est massive. 90% des inscrits se sont déplacés, les files d'attente s'allongent, mais l'enthousiasme reste intact. On va attendre à peu près dans 2 ou 3 heures. Écoutez, nous avons attendu presque depuis 56, hein, le réel. Depuis 56, et je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre un peu. On a calculé, en train de faire des calculs, il faudrait qu'il y ait un minimum de 70 à 80 votants par heure pour que tout soit en ordre. Je ne suis pas sûr qu'actuellement il y ait 70 à 80 votants par heure. Mais on risque d'avoir des gens qui n'auront pas voté ce soir à la fin du vote. Et il faut maintenant qu'on aille vraiment se misère, qu'on ait suffisamment d'éléments pour que nos observations soient crédibles. Espérons que nous ayons des résultats intègres, où les partis qui méritent d'être représentés seront représentés. Voilà. Je ne sais pas quel parti gagnera les élections, mais la Tunisie a déjà gagné, parce que cette participation formidable démontre que les choses sont changées définitivement et que la Tunisie ne retournera jamais plus au passé. Et quand la démocratie s'appuie sur la technologie, même les personnes absentes des listes électorales peuvent voter. Il leur suffit d'envoyer un SMS avec leur numéro de carte d'identité pour savoir de quel bureau elles dépendent. Le système est un peu surprenant pour nous Français, parce que nous, tout est bâti sur les listes électorales. Et en même temps, le système, on a bien vérifié ça avec les commissions électorales, est très structuré et très précis. Maintenant, c'est le dépouillement. Alors, on sent en même temps la fatigue, parce que ça dure depuis 7 h du matin. J'espère qu'il n'y aura pas de relâchement, mais c'est le moment le plus délicat. La procédure est très lourde et très protectrice. S'il la respecte bien, ce qui semble être le cas, c'est... Enfin, on ne voit pas comment il peut y avoir fraude. Non, Dès l'ouverture des premiers bulletins, les islamistes modérés d'Ennahda creusent l'écart. Grand vainqueur du scrutin, il récolte 42% des suffrages au niveau national. Cette journée, moi je crois surtout que ça a été vraiment quelque chose d'historique pour les Tunisiens. La vie démocratique a fonctionné. Enfin, on a été très surpris par la rigueur des intervenants, la rigueur de tous les personnes qui géraient ces élections, le sérieux, enfin l'attention aux moindres détails. Et je crois qu'il y a peut-être eu quelques problèmes, mais on peut dire que la journée a été une journée démocratique extraordinaire.
Au lendemain des élections, Ennahda et 2 autres partis sont soupçonnés de fraude. Les réclamations portent notamment sur des achats de voix présumés et le non-respect des règles de financement. Des incidents mineurs qui ne remettent pas en cause l'honnêteté de ces premières élections du printemps arabe. Selon les observateurs internationaux, elles se sont déroulées de manière libre, paisible et transparente. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr.